Bonjour à tous, bienvenue dans ma sphère, je suis Ellie. Je voudrais un petit peu revenir sur certains points par rapport à la phobie sociale, parce que bon, je continue à travailler sur le problème. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai faite sur le sujet, j'avais dit que je donnerais quelques petites nouvelles au fur et à mesure de mon travail, de mon cheminement par rapport à ce problème. Et alors, il y a 2 jours, je suis allée faire des courses avec mon voisin. Alors bon, je ne suis pas rentrée directement dans le magasin, j'avais passé commande au drive, parce que bon, moins je passe de temps dans le magasin et mieux c'est, parce que bon, outre mon problème de phobie sociale, il y a tout ce problème lié aux énergies des gens que j'absorbe en fait, hein. Donc ça c'est pour tout ce qui est du côté de mon hypersensibilité. Et donc voilà, le drive c'est plus pratique. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas ressenti d'angoisse avant, jusqu'avant le départ, vraiment en fait. Comme je vous l'avais déjà expliqué, déjà la veille, voire quelques jours avant, c'est vrai que j'avais tendance déjà à ressentir de l'angoisse. Et là, pas du tout. C'est vraiment déjà bon, quelques heures avant de partir quand même, mais bon, par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelques semaines, c'était pas comparable. Donc clairement, il y a du progrès, clairement, je me sens mieux. Alors oui, le fait est que depuis une semaine, je suis quand même dans une autre énergie, j'ai plus de morale. Et même quand il y a des moments de fatigue, la fatigue n'impacte plus mon moral en fait. Donc ça, c'est super. Et donc forcément, ben, moins il y a enfin, plus le moral est élevé, moins il y a de risques que je fasse de l'angoisse. Maintenant, je pense aussi clairement que mon traitement aux fleurs de bac fait vraiment de l'effet. Alors, j'ai quand même pris du rescue à 3 reprises avant d'aller faire les courses. Mais voilà, en tout cas, j'ai réussi à sortir sans que l'angoisse soit trop importante, en tout cas pas handicapante. Et, euh, et voilà, et après, bon, en arrivant sur le parking du supermarché, c'est vrai que de voir les gens qui marchaient, voilà, toute cette agitation, ça a généré de nouveau un peu d'angoisse, mais voilà, j'ai réussi à surmonter. Donc pour moi, c'est un progrès énorme. Et c'est d'autant plus rassurant que ben, j'ai mon rendez-vous à Mulhouse dans 2 semaines maintenant, donc le 2 juin. Donc de voir que maintenant, voilà, j'arrive à aller à Münster, même si pour l'instant c'était seulement accompagné. Mais voilà, en tout cas, ça m'encourage, ça me réconforte déjà. Donc c'est déjà super. Ensuite, je voulais revenir par rapport à un point que j'avais abordé dans cette vidéo concernant la phobie sociale, par rapport à ma propre expérience. Et en fait, j'ai dit quelque chose qui peut-être n'était pas tout à fait juste. Enfin, en tout cas, en y réfléchissant avec un peu plus de recul, je me suis dit que c'était pas complètement correct quand je disais que ma phobie sociale n'était peut-être pas une pathologie à part entière, mais un symptôme de mes états dépressifs. Parce que, alors comme je l'ai expliqué, c'est vrai que cette phobie sociale, elle peut aller et venir suivant les périodes, suivant l'état dans lequel on se trouve. Et c'est vrai que enfin, voilà, la dernière fois qu'elle a été réactivée, ça a été avec l'apparition de mon algodystrophie. Et même si bah, cette algodystrophie a été l'élément déclencheur de la dépression, elle n'est pas venue du jour au lendemain. Il y a eu déjà ce que je pourrais dire, ce que je pourrais qualifier comme une dégringolade émotionnelle. Et parce que justement, il y avait ce,
cette difficulté en fait oui, à gérer, à accueillir les douleurs en fait qui étaient liées à mon algo et qui étaient vraiment d'une violence extrême et qui m'ont fait redescendre à des états émotionnels, des états psychiques aussi euh, très très sombres si on peut dire. En tout cas, des états que je n'avais plus connus depuis de nombreuses années. Et en fait, c'est ce sentiment de ce que je pourrais qualifier de retour en arrière qui a généré en fait un sentiment de honte. Et notamment parce que j'étais à cette époque, j'avais encore mon activité de praticienne holistique. Et donc ça faisait 7 ans que j'accompagnais les gens et que j'arrivais à soulager aussi bien des douleurs physiques que émotionnelles par le biais de méthodes énergétiques ou de la sophrologie. Et là, le fait alors déjà de redescendre à des états émotionnels aussi bas, et aussi le fait de moi de ne pas avoir la capacité, l'aptitude à pouvoir gérer mes problèmes, autant émotionnels que physiques. Parce que voilà, les techniques que j'utilisais depuis de nombreuses années, que ce soit pour les gens qui venaient en consultation ou pour moi-même, des méthodes que j'utilisais toujours avec succès, enfin la plupart du temps en tout cas. Et là, je n'arrivais pas du tout à soulager mes douleurs et même quand j'essayais de travailler dessus en énergétique, je les amplifiais. Du coup, ça a éveillé en fait un sentiment d'incapacité. Et par la suite, à travailler sur moi, j'ai aussi pris conscience que j'étais en fait, comment je pourrais dire, euh, que j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je me sentais plus du tout légitime de pouvoir aider d'autres personnes dans la mesure où moi-même je n'arrivais pas à m'aider en fait. Et donc en fait tous ces sentiments mêlés ont fait que j'avais de plus en plus de peur de me montrer aux autres en fait dans cet état de vulnérabilité avec toutes mes parts de faiblesse, mes zones d'ombre, etc. Et donc tout ça en fait ça a déjà commencé à se manifester avant que je sombre vraiment profondément dans la dépression. Donc effectivement, là, je me rends compte que ma phobie sociale, elle n'est pas seulement un symptôme de la dépression. Alors, elle est liée, elle est quand même, elle découle de toute façon d'un certain mal-être intérieur, mais pas forcément de la dépression en tant que telle. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Après, j'ai aussi beaucoup... Alors bon, ça fait longtemps que je cogite là-dessus déjà, mais là, du coup, c'est encore revenu. C'est que, comme je vous l'expliquais dans cette vidéo par rapport à la phobie sociale, dans toutes les recherches que j'ai faites sur le sujet, partout, on dit que la phobie sociale est liée au sentiment de honte et donc à la peur du regard des autres, à toutes les peurs liées au regard des autres. Donc la peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être humilié, et ainsi de suite. Et en fait, moi, la question que je me suis beaucoup posée, c'était par rapport euh, à la perception d'un monde cruel. Parce que même si effectivement ma phobie sociale a été réactivée par un sentiment de honte et qu'il y a une grande partie qui est donc liée au regard de l'autre, il y a aussi une part de moi-même qui a tout simplement développé vraiment une peur de l'autre, mais pas simplement de son regard, mais simplement parce que effectivement je suis revenue à des états où oui le monde m'est apparu soudainement cruel et alors ça je pense que ça s'est surtout activé à l'issue de mon expérience avec le pervers narcissique. Je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo, il me semble.
Donc j'ai passé 6 mois avec un manipulateur pervers narcissique avant de me réveiller subitement, de prendre conscience que j'étais en danger et qu'il était vraiment, vraiment temps de mettre un terme à cette relation. Et donc à l'issue de ça, enfin parallèlement à ce brutal réveil, il y a eu ma nuit noire de l'âme qui m'a donc permis de prendre conscience de non seulement de tous mes schémas dysfonctionnels, mais aussi des schémas dysfonctionnels des autres. Et en fait, j'ai réalisé qu'un grand nombre des relations que j'entretenais n'étaient pas des relations authentiques, en fait. Alors, j'avais déjà commencé à prendre conscience de ça au début de mon algodystrophie parce que bah, j'ai passé toute ma vie, en fait, à répondre présente quand les autres avaient besoin de moi. Et le jour où moi je me suis retrouvée en difficulté, notamment quand j'ai dû arrêter de conduire et que je recherchais des gens pour me véhiculer pour des rendez-vous ou quoi, j'ai vu que là il y avait plus grand monde autour de moi. Et du coup, là, j'avais commencé effectivement à prendre conscience que il y a des gens qui me côtoyaient juste par intérêt ou juste dans le cadre festif. Et finalement, voilà, le jour où moi j'ai eu besoin, ces gens-là n'étaient plus là. Et donc, alors il y a un tri qui s'est fait dans mes relations, je dirais, de façon naturelle. Mais il y a aussi eu un ménage à faire de manière consciente et volontaire suite justement à toutes les conscientisations que j'ai pu avoir au cours de cette nuit noire de l'âme. Donc parallèlement à ça, voilà, même après avoir quitté le pervers narcissique, c'est vrai que en fait, je suis restée sous son emprise pendant pas mal de temps. Je luttais contre ça, mais voilà, quand l'emprise elle est installée, même si on a fait l'acte de partir, ça prend du temps de se détacher, de se défaire de cette emprise. Et en fait, quand j'ai commencé du coup à me plonger davantage sur le sujet de la manipulation, que là du coup j'ai découvert le sujet de la perversion narcissique, que j'ai découvert que cet homme avait été un pervers narcissique, en fait, toutes mes illusions, elles se sont effondrées euh, parce que voilà, j'ai passé des années à, à arriver à construire en fait une image plus positive pardon, par rapport à mon regard sur les gens. Parce que bon, j'ai démarré ma vie d'adulte quand même déjà dans cet état de peur des autres, de perception d'un monde cruel, etc. Et quand j'ai commencé à cheminer spirituellement, voilà, j'ai appris que le monde est amour, qu'il y a du bon en chaque être, que les gens soi-disant méchants sont des gens souffrants, ce qui n'est pas faux. Mais du coup, euh, moi, en fait, ça m'a poussé véritablement comment je pourrais dire, à accepter du coup les pires travers des autres parce que j'étais du coup déterminée à toujours chercher à voir le bon en chacun. Et là, en fait, cette histoire avec le pervers narcissique, je me suis tellement retrouvée bluffée euh, parce que voilà, avec le recul, j'ai réalisé à quel point tout ça, ça avait été gros. Et, et, en plus, voilà, dès le début de cette relation, j'avais cette petite voix intérieure qui tentait de me mettre en garde, qui me disait c'est c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible de vivre un tel conte de fées, enfin. Et en fait, c'était juste. Et c'est ça la relation avec le pervers narcissique. Au début, quand il crée l'emprise, tout est complètement démesuré. Il vous inonde de mots d'amour, il vous inonde de cadeaux, de compliments, il est aux petits soins pour vous.
voilà, pour mettre en place, pour installer cette emprise. Jusqu'à ce que il coupe le robinet progressivement et puis après de façon très très radicale et où là il n'y a plus que des humiliations, des intimidations, des accusations, etc., etc. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait un article là-dessus, je pourrais mettre le lien en bas de la vidéo. Voilà, je me suis un petit peu perdue par rapport à tout ça. Voilà, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que quand j'ai étudié ce sujet de la perversion narcissique et que j'ai réalisé à quel point mon subconscient ou mon âme, je ne sais pas, a tenté plusieurs fois de me mettre en garde, de me dire qu'il y avait quelque chose qui était faux dans cette relation. Et en fait, moi, alors en plus, j'étais dans un état de vulnérabilité parce que j'avais l'algo qui, à cette époque, me faisait encore atrocement souffrir. Je dormais presque pas, donc j'étais très très fatiguée. J'étais régulièrement sous des traitements assez conséquents. Donc j'avais déjà un cerveau qui était fragilisé, qui faisait que je doutais d'autant plus de moi. Et quand l'emprise du pervers narcissique est en train de s'installer, du coup, on perd encore plus nos facultés mentales, clairement, quoi. Et du coup, quand j'entendais cette petite voix qui tentait de me mettre en garde, je me disais que c'était la voix de mes peurs qui tentait de me faire auto-saboter une relation qui était peut-être là pour m'aider à grandir. Voilà, et du coup, j'ai complètement ignoré cette petite voix. Donc il y a eu un sentiment de culpabilité aussi par la suite. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est que cette expérience m'a clairement montré que si, il y a des personnes, alors oui, elles sont en souffrance certes, mais elles ont un fond qui est clairement malveillant. Et du coup, ça m'a fait perdre toutes mes illusions, tout ce que j'avais construit autour de la bonté fondamentale de l'humain, etc. Et puis d'avoir aussi tellement ouvert les yeux sur toutes les relations toxiques ou inauthentiques que j'entretenais depuis de nombreuses années. Et d'avoir tellement approfondi le sujet de la manipulation parce que cette expérience a été vraiment l'électrochoc dont j'avais besoin pour me sortir de tous ces schémas qui faisaient que finalement euh, j'acceptais tout et n'importe quoi de n'importe qui et que je me laissais alors soit dominer, soit traiter comme une merde, soit manipuler, enfin. Et du coup, je voulais tellement plus retomber là-dedans, je voulais tellement sortir de ça que j'ai vraiment creusé le sujet de la manipulation. Et du coup, là, j'ai commencé à voir autour de moi encore des gens qui continuaient de me manipuler. Et en fait, tout ça, ça a généré des peurs par rapport aux autres. Et donc là, c'était plus du tout par rapport au regard de l'autre, mais c'était des peurs de l'être humain, en fait. Euh, je dirais même que pendant un moment, c'était limite de la paranoïa, en fait, parce que je me méfiais de tout le monde, à part de mon petit noyau d'amis. J'étais tout le temps sur le qui-vive, tout le temps sur mes gardes. Et donc, du coup, voilà, par rapport à cette phobie sociale, je m'interroge beaucoup parce que c'est vrai il y a beaucoup de... Enfin, j'ai trouvé énormément d'articles et de vidéos sur le sujet de la phobie sociale et tous parlent de peurs qui sont liées au regard de l'autre. Il n'y en a aucun qui parle de justement la peur des autres. Donc, je me suis interrogée, est-ce que ça fait finalement partie de la phobie sociale ou est-ce que c'est autre chose? Et du coup, quand je me suis remise à la méthode Grabovoi, dont j'ai parlé aussi dans ma vidéo sur la phobie sociale, là, je suis tombée sur le terme d'anthropophobie.
Et du coup, je me suis demandé si c'était la même chose que la phobie sociale. Donc là encore, j'ai cherché aussi sur Internet. Et alors là, ça ça m'a encore plus euh, perdu. Oui, ça m'a encore plus perdu parce que on trouve des incohérences, des paradoxes énormes. Alors, j'avais pris des petites notes, quoi. Donc, dans ce que j'avais trouvé, disons, dans la définition la plus fréquente que j'ai trouvée par rapport à l'anthropophobie, c'était une peur exagérée et irrationnelle des gens et des relations sociales. Donc là, c'est vraiment peur des gens. Donc là, il ne parle pas du regard de l'autre. Donc je me suis dit, peut-être que finalement, cette perception d'un monde cruel, cette peur que les autres nous veulent du mal, etc., cette forme de paranoïa, c'est peut-être de l'anthropophobie. Après, quand on cherche sur d'autres sites, il y en a qui assimilent l'anthropophobie à la phobie sociale, qui disent que c'est la même chose. Et il y en a d'autres qui justement font cette distinction, qui intègrent la peur du regard de l'autre à la phobie sociale. Et pour l'anthropophobie, ils disent que ça peut faire ressentir l'autre comme étant un danger. Donc effectivement, là, je me dis, ça se rapproche un peu de ce que je ressens, de mes questionnements, etc. Maintenant, quand on continue à chercher plus en détail, on trouve certaines personnes qui assimilent l'anthropophobie à la misanthropie. Mais du coup, la misanthropie, c'est un comportement plus d'ordre philosophique, mais qui voue une haine à l'être humain. Et bon, pour ma part, c'est pas mon cas. J'ai pas la haine de l'humain. J'ai juste une perception que les humains sont fous, que le monde est malade en fait et dangereux, oui, effectivement. Mais il y a pas de haine, il n'y a pas de ressentiment par rapport à ça. Et je suis tombée sur un article qui m'avait l'air intéressant, qui disait que l'anthropophobie peut inclure des symptômes sans rapport avec l'interaction sociale. Donc pour eux, la phobie sociale inclut forcément des interactions. Donc voilà, ça contredit un peu tout ce que j'ai expliqué dans ma vidéo sur la phobie sociale. Donc maintenant, voilà, qui a tort, qui a raison, je ne sais pas. C'est difficile autour de tous ces termes. Voilà, on a des avis très divergents. C'est un peu comme dans tous les sujets, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et dans cet article, en fait, il donnait des exemples de situations bien précises euh, qui, en fait, montrent que l'anthropophobie peut être confondue avec d'autres diagnostics, en fait. Et donc, je vous lis juste les petites situations que j'avais relevées. Donc, par exemple, ils disent que si on rencontre une nouvelle personne et qu'on est convaincu qu'elle veut nous faire du mal, ça peut être un trouble délirant. Donc, voilà. Après, c'est l'avis de la personne qui a écrit cet article, hein. Il est écrit aussi que si on évite une personne ou qu'on craint une personne qui nous rappelle quelqu'un qui nous a maltraité, là, ce serait plus le syndrome de stress post-traumatique et que ça n'aurait plus rien à voir avec l'anthropophobie. Alors par contre, voilà, si on évite des fêtes ou des événements sociaux par peur d'être ridiculisé, là, il parle bien du trouble d'anxiété sociale. Ensuite, ils disent que si on évite de sortir par peur d'avoir une crise de panique dans un lieu public, c'est de l'agoraphobie. Bon, ça, je sais déjà que je fais de l'agoraphobie aussi, mais... et ensuite, voilà, un isolement social qui est lié à un schéma persistant et durable d'une extrême sensibilité au rejet. Là, ce serait pour le coup trouble de la personnalité évitante. Donc moi, en fait, je me retrouve complètement dans toutes ces situations. Donc du coup, forcément, quand on lit ça,
on se perd encore plus. Du coup, je me demande si je cumule tous ces troubles. Donc après cet article, j'ai arrêté mes recherches parce que je me rends compte que ça me perd d'autant plus finalement. Et c'est vrai qu'au début, bah, j'avais vraiment envie de comprendre le sujet de la phobie sociale pour mieux comprendre ce que je vivais et trouver aussi bah, les solutions de traiter le problème. Mais du coup, quand on lit ce genre d'article et qu'on se retrouve dans tellement de points et dans tellement de diagnostics possibles, du coup, voilà, ça perd d'autant plus. Alors évidemment, se diagnostiquer soi-même, c'est pas une solution et j'ai pas voulu, enfin, c'était pas mon objectif de me diagnostiquer moi-même. Je voulais juste arriver à mettre des mots sur ce que j'éprouvais pour, voilà, comme dit, trouver des solutions, mieux connaître, mieux comprendre ce que je vivais et trouver des solutions. Et oui, je pourrais tout à fait aller voir un thérapeute pour me faire poser un diagnostic. Mais bon, il n'y a rien qui m'assure que le thérapeute en question posera le bon diagnostic. Parce que je sais aussi qu'il y a des thérapeutes qui se trompent dans les diagnostics, que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine psychologique. Et j'ai surtout pas envie en fait qu'on m'induise en erreur et puis être traité pour un problème alors que c'en est un autre, etc. Et là en fait, bah, j'en suis à un point où voilà, je vais me concentrer simplement sur l'identification de mes peurs. Bon, de toute façon, je travaille là-dessus depuis maintenant 2 3 ans et en fait, je crois que j'aurais dû rester focalisée là-dessus en fait et maintenant je vais y revenir et plus chercher à définir le problème ou à rentrer dans une case. Je pense que ça peut aider de trouver parfois le terme approprié de ce qu'on vit. Mais finalement, l'essentiel, c'est d'identifier les symptômes qu'on peut ressentir et voilà, de travailler là-dessus, en fait, quoi. Euh, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de dire là-dessus. Euh, c'est un petit peu parti dans tous les sens de nouveau. J'espère que j'aurai été claire. Euh, je voulais voilà, partager ces questionnements à ce sujet. Peut-être que bah, vous êtes aussi dans ce cas-là, à vous interroger sur ce que vous vivez. Et c'est vrai que parfois, bah, on peut avoir des symptômes, des manifestations qui correspondent à différentes pathologies, entre guillemets, différents troubles, différents diagnostics. Et des fois, on est un petit peu perdu. Donc voilà, je voulais un peu partager mes questionnements avec vous. Et si vous êtes aussi dans ces questionnements, que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et voilà, si le contenu de ma chaîne vous plaît, pensez à vous abonner pour être informé des mises à jour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour améliorer son référencement sur YouTube. Voilà, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Bye bye.